On va commencer quand même à introduire le colloque. Je vais commencer par me présenter. Donc Stéphane Gallet, je suis secrétaire national à la Confédération paysanne, chargé du pôle élevage et aussi co-organisateur du colloque. D'ailleurs, d'abord, je vous remercie tous d'être venus, pour certains de très loin. Ça fait chaud au cœur de voir autant de paysannes, paysans ici réunis à Rennes. Je remercie aussi tous les intervenants qui viennent nous accompagner dans notre réflexion, les chercheurs, les chercheuses, et puis tous les autres intervenants qui viennent d'horizons divers. Je remercie aussi particulièrement la région Bretagne pour son soutien à l'organisation de ce colloque et la présence du président de la région, M. Loïc Chilinet-Girard, qui aura l'occasion de nous donner quelques mots et ses impressions aussi sur le monde de l'élevage. Je voulais juste revenir un peu quand même sur la genèse de ce colloque-là. Ce colloque fait quand même suite à tout un travail mené par le groupe de travail humain-animal au sein de la Confédération paysanne depuis 2015. La réflexion a commencé par un 4 pages élevage qu'on avait rédigé sur le bien-être animal, sur la relation, mais aussi sur la résonance, sur l'élevage paysan et sa résonance dans le monde agricole. À la suite de quoi, on avait commencé un début de réflexion sur le bien-être animal particulièrement. On était dans le pas de temps à cette époque du combat des 1000 vaches. C'était aussi dans le même pas de temps les premières révélations sur les conditions d'abattage de L214 et donc une prise de conscience collective des conditions d'élevage ou de production animale plus particulièrement. Et puis on a pris dans nos discussions, on avait de façon épidermique des questionnements, par exemple, sur l'abattage des vaches gestantes qui faisaient résonance dans la société et qui étaient légitimes. Progressivement, on a aussi pris conscience du mouvement abolitionniste, des associations animalistes et de la façon dont ils pouvaient imprimer les consciences aussi. Très vite, on s'est aperçu qu'on avait une difficulté à parler de nos pratiques d'élevage, à parler de la spécificité de l'élevage paysan, à parler de pourquoi on assumait de tuer nos animaux et de pourquoi on voulait aussi tuer nos animaux sur les fermes et aussi de la sensibilité qu'on avait avec nos animaux dans la relation au quotidien. Donc est née l'idée de faire un recueil de paroles et de paysans et paysannes qui est à l'entrée, voilà, qui va un peu être aussi le fil rouge de tout ce colloque sur les témoignages qu'on va pouvoir récolter, les échanges. Il y a beaucoup d'ailleurs de co-auteurs, co-autrices qui sont ici présents dans la salle. Suite à cet ouvrage est née aussi l'idée de faire une formation sur la controverse animaliste. Donc ça, c'est les suites du travaux du groupe Humain-Animal. Et aussi assez vite la réflexion de dire comment est-ce qu'on fait pour caractériser l'élevage paysan et le défendre au mieux et surtout installer de plus en plus d'éleveurs et d'éleveuses partout sur le territoire. Et du coup, cette nécessité à la caractérisation, elle nous a fait émerger l'idée de dire il faut qu'on réunisse tout le monde, il faut qu'on réunisse des chercheurs, il faut qu'on confronte les idées, qu'on confronte les réflexions pour pouvoir construire un plaidoyer de l'élevage paysan pour l'élevage paysan. Et c'est ça l'idée du colloque, en fait, c'est de se nourrir de ces réflexions-là aujourd'hui et demain de travailler collectivement sur une pensée collective et des plaidoyers syndicaux. Donc voilà un peu la genèse du colloque. Alors, je ne vous cache pas que c'est un peu dans un contexte aussi national et particulier, et qu'on va essayer de faire résonner un peu, d'articuler un peu ce travail froid là avec ce qui se passe à l'extérieur, et puis aussi dans nos têtes sur la mobilisation et les réactions un peu chaudes. Donc je laisse ma collègue Véronique Marchessault, secrétaire générale à la Confédération paysanne, qui va vous donner un peu la position politique de la Confédération paysanne sur les mobilisations. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vais excuser Laurence Marandola, la porte-parole, qui devait faire ce moment-là, mais vu l'actualité brûlante qu'on connaît depuis une semaine à peu près, nos emplois du temps sont complètement chahutés et donc elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais elle arrivera ce soir. Donc du coup, effectivement, comme l'a dit Stéphane, on est à la Confédération paysanne. On a choisi du coup de rejoindre ce mouvement avec des revendications qui partent un peu dans tous les sens et qui à la base partaient de paysans, paysannes, agriculteurs, agricultrices en difficulté.
Et parmi ces personnes en difficulté, il y avait vraiment beaucoup d'éleveurs. Du coup, les activités d'élevage aujourd'hui, en fait, la rentabilité sur les fermes d'élevage n'est pas forcément au rendez-vous. C'est assez difficile. Et c'est une des raisons qui a amené des éleveurs et des éleveuses à être parmi les nombreux manifestants aujourd'hui. À la Confédération paysanne, donc on a choisi d'y aller pour porter nos revendications, les revendications partant dans tous les sens dans ce mouvement populaire et agricole. On s'est dit que si nous, on n'allait pas porter nos revendications, c'est sûr que nos revendications ne seraient pas prises en compte. Donc là, c'est beaucoup de confédérations paysannes ont commencé même avant l'appel national qui a été décidé hier, à participer à ce mouvement de revendication pour porter, et on porte à peu près tous partout, la nécessité de pouvoir avoir un revenu correct sur les fermes et donc de travailler sur les prix. Des prix qui permettent de couvrir toutes nos charges et qui permettent de rémunérer notre travail. Et on sait bien qu'en élevage, c'est vraiment pas toujours le cas. Notre travail n'est pas pris en charge à la hauteur du temps qu'on y passe. Et le deuxième axe sur lequel on se bat, c'est sur la protection de l'agriculture, et notamment on exige un abandon des accords de libre-échange qui, la plupart du temps, affectent aussi notre travail d'éleveur, enfin en tout cas la possibilité de vivre correctement de notre travail d'éleveur. Donc voilà, on est parti sur une séquence qui peut amener à une évolution des politiques agricoles qui encadrent l'agriculture aujourd'hui. On ne pouvait pas ne pas y participer, sinon on risquait de ne pas influer sur ces évolutions. Donc aujourd'hui, on est présent. Beaucoup de confédérations paysannes sont présentes, organisent des manifestations ou rejoignent les mouvements suivant le contexte local. Il y a vraiment une grande liberté d'action qui est donnée à chaque conf locale pour voir comment elle va s'investir dans ce mouvement. Mais il y a nécessité de défendre le revenu des paysannes et des paysans. Et si c'est parti d'une zone d'élevage, c'est vraiment que les éleveurs sont particulièrement concernés par cette problématique. Oui, du coup, on laisse la parole à M. Chéné-Girard pour la région. Merci à vous, merci de l'invitation. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir choisi la Bretagne. Le président de région que je suis est très très fier de voir que la Conf a choisi la Bretagne pour ce débat sur l'élevage. Nous sommes une région d'élevage, nous en sommes très très fiers et vous l'avez dit dans vos introductions, il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'acceptation de l'élevage, sur les discussions que l'on doit avoir avec nos concitoyens et notamment celles et ceux qui n'ont pas vu un animal de ferme depuis très longtemps, voire jamais de leur vie. Et toutes ces questions qui tournent autour de la place de l'animal dans notre vie et la relation, le contrat qui se lie entre l'éleveur et l'animal qui est élevé pour, à un moment donné, être tué et être mangé. C'est un très beau sujet et je pense que vous avez raison d'inviter des scientifiques, d'inviter des hommes et des femmes qui réfléchissent à ces sujets dans toutes les sciences, y compris les sciences humaines, parce qu'il faut continuer à réfléchir à notre condition d'être humain qui a besoin effectivement de sa ration de protéines, pas tous les jours pour vivre, et qui a besoin, encore une fois, d'élever des animaux pour subvenir aux besoins de l'ensemble de l'humanité. Un mot rapide pour vous dire qu'en Bretagne, nous sommes un territoire qui, au cours des dernières années, a une chance, c'est d'avoir un élevage encore présent, une prairie encore présente, et un climat encore compatible avec l'élevage sur prairie. C'est une chance et au cours des dernières années, grâce au MAEC, nous sommes une région qui défend beaucoup les MAEC, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, nous avons gagné 5000 hectares de prairies. Je le dis parce que c'est pas forcément vu, c'est pas forcément connu et on est très très fiers d'avoir gagné ces hectares de prairies. C'est un combat de chaque instant et c'est un combat de chaque instant de se dire que si on fait de la prairie, c'est bien parce que derrière on veut mettre des animaux dessus. Et ça aussi c'est un débat vis-à-vis de l'opinion publique que d'expliquer encore une fois la raison pour laquelle nous avons besoin de prairies, notamment dans une terre comme la Bretagne, et nous avons besoin de fait de travailler avec les systèmes agricoles et particulièrement l'élevage pour continuer à développer encore une fois notre Bretagne avec une agriculture vivante et des territoires vivants. Un mot pour vous dire aussi que dans le moment, il est important de poser les bases de notre réflexion collective sur l'agriculture. Et là, je sors du champ breton pour me mettre au niveau européen.
Nous avons des débats en cours à l'échelle européenne avec d'une part le Green Deal et le Fit for 55 qui ont été annoncés, qui ont été votés et qu'à titre personnel je soutiens parce que je pense qu'il faut aller vers la sortie des énergies fossiles et que notre société, l'humanité tout entière se débarrasse de cette drogue dure qui est encore une fois l'énergie fossile et tout ce qui va avec, que ce soit en termes de risque pour le climat que pour la santé publique. Mais dans le même temps, l'Union européenne a fait le choix, pour protéger les consommateurs, je mets des gros guillemets, de laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Et je pense qu'il y a un vrai sujet à poser là dans la période, à quelques mois des élections européennes, pour redire qu'on ne pourra pas emmener l'ensemble des modèles économiques, agriculture compris, vers un modèle bas carbone, vers un modèle qui s'affranchit des énergies fossiles, si on ne met pas les règles à l'entrée de l'Union européenne. Si on ne met pas en place des règles de clause miroir qui permettent de dire que tel ou tel modèle de production inacceptable chez nous ne peut pas de fait être acceptable ailleurs et voir les produits rentrer dans notre territoire. Ça me semble très important de poser ça. Et donc de fait, ça veut dire qu'on ne peut pas faire le Green Deal si on laisse le libre-échange tel qu'il est. Ce n'est pas soutenable et ce n'est pas entendable. Et il faut que les responsables politiques s'affirment, s'expriment, redisent cela. J'étais à Bruxelles hier, je l'ai dit aux représentants de la commission que j'ai rencontrés, je l'ai dit aux parlementaires que j'ai rencontrés, et la région Bretagne exprime une voix qui, je l'espère, sera entendue dans la période, même si malheureusement les hoquets démocratiques que nous sommes en train de vivre, quelquefois escamotent les vrais débats et le fond des débats. Nous avons aussi besoin de réaffirmer que nous devons nourrir les Européens. Nous sommes 450 millions d'Européens. 450 millions d'Européens, si nous voulons les nourrir, et si nous voulons nourrir tous les Européens, quel que soit leur revenu, il faut travailler à des systèmes agricoles qui soient résilients et répartis sur l'ensemble du territoire européen, en s'adaptant au climat, aux terres qui existent sur notre continent et dans l'ensemble des 27 États membres. Et nous voyons bien là qu'il y a un vrai chemin pour faire en sorte que l'élevage paysan, que l'élevage en général, soit repris en compte dans les discussions européennes. Et je compte sur les débats que vous menez ici, je compte sur les débats qui se mènent au niveau national et au niveau européen pour réexpliquer encore une fois, d'une part, à celles et ceux qui décident à l'échelle européenne, mais aussi à nos concitoyens, combien on a un chemin à tracer pour être autonome au niveau de notre alimentation. Et ça, c'est un vrai combat, et je pense que dans la période, les citoyens entendent que c'est un vrai projet de société. On a vu pendant la crise Covid que lorsque l'on manque d'énergie, tout le monde panique et tout le monde se rend compte que nous sommes à la merci de pays qui ne partagent pas nos valeurs, voire qui peuvent nous couper l'énergie, et qu'il convient de trouver des solutions diverses, complexes, pour subvenir à nos besoins en énergie sur le territoire de l'Union européenne. Nous avons les mêmes débats sur les médicaments, nous avons les mêmes débats sur les sujets de la défense, même si cela peut générer beaucoup de débats, c'est quand même un vrai sujet. Eh bien, le débat sur l'alimentation doit être posé de la même manière. Le sujet de la souveraineté alimentaire de l'Union européenne doit être regardé comme un projet de société, avec les agriculteurs, bien entendu, mais aussi avec l'ensemble de la société. Et là, on peut construire un chemin qui me semble intéressant, passionnant, pour entraîner nos concitoyens, et notamment les jeunes, vers ce débat et vers un projet, un horizon qui permet encore une fois de définir un modèle qui soit compatible avec les limites planétaires, qui soit compatible avec les valeurs que nous portons, et qui permettent, encore une fois, de préserver la démocratie, parce que votre métier est de nourrir, certes, mais on sait d'avance que si nous n'avons pas la capacité de nourrir notre population, à un moment donné, c'est la démocratie même qui risque d'être disloquée. On le voit dans certains pays du monde. Et nous avons besoin, bien sûr, de regarder le monde et de rester universaliste. Je le souhaite, je l'espère. Je ne veux pas le refermement sur soi, je ne veux pas la fermeture des frontières, mais nous devons sortir de cette naïveté qui consisterait à dire qu'on est capable de produire une agriculture performante pour les 10, 20, 30% des Européens les plus riches et d'importer des denrées alimentaires produites dans des pays lointains avec des conditions sociales et environnementales inacceptables pour nourrir les plus pauvres et les plus modestes. Ce qui est une violence sociale inacceptable. Donc, je le redis, vous êtes dans une région qui aime l'agriculture, qui assume d'être un territoire d'élevage, qui assume aussi des problèmes ô combien complexes. Si on parle densité d'élevage, si on parle volaille, si on parle élevage porcin, si on parle algues vertes, si on parle pesticides, nous sommes un territoire où tous ces débats viennent régulièrement sur le devant de l'actualité, traversent l'hémicycle régional à chaque session et nécessitent toujours et encore du débat, de la discussion, de la confrontation d'idées et d'être à un moment donné capable de délibérer ensemble pour fixer le cap que nous voulons. Le cap de la région, c'est encore une fois
d'intégrer les limites planétaires dans son modèle, d'intégrer encore une fois les valeurs d'humanisme et de progrès social que nous voulons pour l'ensemble de la société, y compris les éleveurs, et faire en sorte qu'encore une fois, nous participions à notre juste place à l'autonomie alimentaire européenne. Et quand je dis cela, c'est y compris en regardant en face les importations qui arrivent dans les ports de Bretagne pour nourrir une partie du cheptel breton. Tout cela doit être regardé. Il n'y a pas de tabou, il n'y a plus de tabou. Et encore une fois, la jeunesse nous regarde et a envie de débattre et a envie de construire un projet de société. Donc bravo de choisir la Bretagne. Vous êtes les bienvenus ici. Profitez de ces moments de débat. Profitez de ces moments pour vous exprimer. Et à titre personnel, je lirai vos conclusions avec grand plaisir. Merci à vous de l'accueil ce matin à Rennes. Merci. Alors peut-être vous pouvez rester. On a 3 questions à vous poser. Très bien. Voilà. Merci d'avoir engagé le débat sur les prairies. Pour nous, c'est d'abord merci quand même aux élus de la région Bretagne qui nous ont bien soutenus sur les MAEC, parce que c'est quand même lié les deux choses. Hein. Donc on avait vraiment besoin de ce soutien-là. J'espère que cet après-midi, mais on a des informations qui disent, parce que cet après-midi il y a une CRAEC, si mes souvenirs sont bons, on va apprendre que le budget, enfin tous les dossiers qui ont été déposés vont être mis en œuvre, vont pouvoir être mis en œuvre, puisque le budget a été mis en place pour servir toutes les personnes contractualisées en 2023. Heureusement, quand même. Par contre, et bien aussi d'avoir précisé que la sole en prairie a augmenté en Bretagne. Néanmoins, le bilan est quand même mitigé, parce qu'aujourd'hui, la Bretagne est passée en régime d'autorisation concernant les prairies permanentes. Et nous, ça nous soucie beaucoup. Moi, sur ma ferme là, que j'ai transmise il y a 2 ans, j'étais en système très herbagé. Je vais dire, aujourd'hui, si je ne pouvais pas transmettre ma ferme à quelqu'un qui travaille dans le même système que moi, c'est-à-dire avec beaucoup de prairies, nous on avait 90% de notre surface en prairies, et pratiquement 100% de nos prairies devenaient des prairies permanentes du fait qu'une prairie à 5 ans révolue devient prairie permanente. Ça ne veut pas dire qu'on ne les retournait pas, nos prairies, mais du point de vue de la PAC, elle devient permanente. Donc on aurait été très 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 bloqués, et c'est le cas aujourd'hui en Bretagne, hein, pour transmettre notre ferme à quelqu'un qui avait un autre projet que... Et si on veut installer des jeunes, il faut aussi être ouvert à d'autres types de transmission que de continuer ce qui s'est fait auparavant. Alors moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait l'année dernière. Peut-être que j'aurais retourné beaucoup de prairies pour éviter d'avoir cette grosse contrainte-là qui aurait peut-être empêché d'installer quelqu'un sur ma ferme. Et on en voit des cas qui arrivent. Alors moi, je voudrais savoir un peu que pense le Conseil régional de cette situation, même si je sais que vous n'êtes pas aux commandes sur ce sujet-là, mais néanmoins, politiquement parlant, qu'est-ce que vous en pensez et comment vous voyez une sortie de cette contrainte ? Alors, beaucoup de sujets que vous avez abordés. D'abord, le Conseil régional, il regrette de ne pas avoir obtenu la régionalisation des aides PAC. Je vous le dis, il y a eu des gros débats avec la Conf, avec la FNSEA, avec tous les acteurs. On n'a pas, au niveau national, été soutenu sur ce sujet par les syndicats. Bon, mais nous, on pense, région Bretagne, que la régionalisation de la PAC est une solution. Voilà. Et je le redirai jusqu'en 2027, puisque moi, j'espère bien qu'en 2027, on va pouvoir faire bouger les choses sur ce sujet. Le meilleur exemple, c'est les MAEC. Quand nous gérions les MAEC, quand il y avait des problèmes d'argent, le vice-président de l'agriculture venait dans mon bureau en me disant, bah voilà, si tu ne me trouves pas 1 million, 2 millions, 3 millions, j'ai 200, 300, 400 agris qui n'auront pas leur contrat MAEC. Et je peux vous dire qu'on trouvait les solutions. Quand c'est le niveau national, on voit le foutoir que ça génère. Julien Normandie m'avait dit, t'inquiète pas, on va prendre d'abord les modèles MAEC que vous avez mis en place, et puis promis, le cas breton, désolé pour ceux qui sont un peu lointains, d'une région où il y a énormément de demandes MAEC, sera suivi de près. Et on s'est retrouvé coincé avec plus de 1000 contrats MAEC qui n'étaient pas pris en compte dans le budget de l'État, et donc incapacité de payer. Interpellation du président de la République, interpellation du ministre, réunion sans cesse et sans fin avec les différents fonctionnaires jusqu'à Bercy. Tout ça pour arriver à un moment donné dans une crise absolue comme on est en train de la vivre là, et un déblocage en catastrophe le week-end dernier, après des coups de fil dans tous les sens, pour dire, bah ok, les 80 millions on les a trouvés, ce sera payé, c'est annoncé cet après-midi au CRAEC, peut-être avec une visio ministre, très bien, formidable. Et je suis très content. Et je suis très content que tous les agriculteurs, en Bretagne comme ailleurs, puissent avoir les contrats MAEC.
Sauf que dans le fond, si c'est l'agence de l'eau sur les crédits dédiés aux politiques de l'eau en Bretagne qui met l'argent, pour après me dire qu'il n'y a plus d'argent pour Brest-Bocage, qu'il n'y a plus d'argent pour la reconstruction des méandres dans les ruisseaux, qu'il n'y a plus d'argent pour les zones humides, c'est quand même la Bretagne qui paye. Donc moi, le combat est gagné pour les agris, et tant mieux, mais le combat n'est pas gagné pour la Bretagne parce que je demande mon argent. Moi, je veux que les promesses qui ont été faites quand ils ont renationalisé les MAEC soient suivies des faits, c'est-à-dire qu'ils prennent la responsabilité de payer, et pas de me demander l'argent. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il faut que je fasse trop court. C'est trop long déjà ? Vous fassiez pas trop court, non. Mais bon, je me tais. Non, allez-y. Donc, ce sujet-là est un exemple qui permet de dire qu'il ne faut pas avoir peur de se dire que la régionalisation, aujourd'hui, elle permet de rapprocher les agris des élus, de prendre des responsabilités, encore une fois, face à vous sur des contrats qui permettent de progresser. Ça me semble un beau sujet pour 2027. Alors, je sais que tout le monde a peur de ce qui va se passer si dans une région, un élu n'aime pas les agris et dit, ou n'aime pas l'agriculture paysanne et dit je veux plus de MAEC et je vais que sur des systèmes intensifs. J'entends ça. J'entends aussi d'autres qui disent si une région passe RN, ou d'autres si une région passe écolo. Enfin, à un moment donné, si l'État passe RN, ça serait peut-être pas mal que les régions récupèrent quelques compétences pour pouvoir équilibrer un peu la situation de l'État. Voilà, je le dis comme je le pense, mais ce débat, vous devez l'avoir, parce que 2027 approche, les autres États membres bougent. Dans beaucoup d'autres États membres, on rapproche les décisions agricoles du terrain. Et moi, je crois au contrat. Le contrat, il permet, encore une fois, de lier les agris à la société et de faire en sorte que l'on mette en place les moyens pour accompagner les transitions et accompagner les modèles les plus vertueux pour, encore une fois, les systèmes climatiques et des terroirs que nous avons dans nos territoires. Et puis le dernier mot, c'est que nous en Bretagne, on a osé dire et voter dans l'hémicycle régional le fait de poser des plafonds sur les crédits MAEC sur les crédits PAC par rapport aux unités de travail sur les fermes. Ça aussi, c'est un débat qu'il va falloir avoir. Je suis désolé, mais nous, on a délibéré là-dessus. On voit dans l'hémicycle très bien ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et je suis sûr que ce débat, on peut le mener dans des hémicycles régionaux alors que c'est complètement bloqué au niveau national. La régionalisation peut être un outil pour débloquer, pas partout d'un coup, mais pour débloquer des sujets qu'on n'arrive pas à bouger au niveau national pour plein de raisons. Pardon, merci. On doit avancer parce qu'on est un peu pris par le temps. Et donc, on va poser une autre question. Merci. Moi, sur les prairies permanentes, à titre personnel, le souhait est bien entendu qu'on intègre dans des contrats MAEC le plus possible de maintien de prairies, mais je ne suis pas pour qu'une autorisation préalable soit mise en œuvre telle qu'elle est construite aujourd'hui pour gêner l'agri dans sa conduite de culture, dans sa conduite de prairie. Et je pense qu'on peut trouver d'autres systèmes par la contractualisation plus intelligente que le système déclaratif tel qu'il est posé là, avec l'autorisation préalable, avec en plus des décalages entre les déclarations et les dates à laquelle on fait les travaux. Donc moi, je suis prêt à travailler là-dessus, mais la région, elle n'a aucun droit là-dessus. C'est une relation entre l'État et vous. C'est pas une relation avec la région. Donc je veux bien me faire engueuler, mais moi, je suis responsable de rien là-dessus, à part de dire que j'ai un avis et que je suis prêt à travailler sur le sujet. Et je suis vraiment désolée, mais on a plein de thématiques à aborder et j'ai pas envie de rogner sur les thématiques qui suivent. Parce qu'on a fait venir des gens et donc on pourra en rediscuter là après. On a une autre question. Du coup, j'avais deux autres questions. C'était... en fait, j'avais une question sur... c'est super de se réjouir d'augmenter les prairies. Pour ça, il faut mettre des animaux dessus. Moi, je suis éleveur en monogastrique à Vezin-le-Coquet, près de Rennes. Et on a une grosse problématique, c'est la gestion des crises sanitaires par l'État qui est catastrophique. Et les normes de biosécurité qui ne sont pas du tout adaptées à nos élevages à nous, plein air, parce que nous, on veut mettre des cochons et des poules sur des prairies, et de plus en plus, on nous oblige à la claustration totale de nos animaux, à cause de la peste porcine africaine, à cause de la grippe aviaire, etc. Et donc, je voulais savoir déjà comment la Bretagne peut nous aider à installer des jeunes et à défendre notre spécificité de l'élevage paysan. Et ma deuxième question, c'était sur la restauration collective. C'est très compliqué aussi de rentrer sur les appels d'offres sur la restauration collective au niveau du local. Et donc, comment on peut intégrer plus de local dans la restauration collective ? Parce que pour nous, c'est un gros levier pour faire plus d'agriculture locale et respectueuse de nos systèmes d'élevage en Bretagne. Voilà. Sur la première question, bien entendu que l'ambition d'une région comme la mienne, c'est d'installer plus de jeunes. On installe aujourd'hui 600 jeunes par an. On veut passer à 1000.
c'est le chiffre que nous avons annoncé, 1000 jeunes qui s'installent dans la diversité des systèmes agricoles et dans la diversité des productions. Et donc, pour cela, on a mis des moyens pour travailler avec les lycées agri, pour, dans certains cas, faire évoluer la formation dans certains de nos lycées agri, sur lesquels on a quelques leviers, mais pas tous, puisque là, c'est aussi le ministère qui gère les programmes, mais on a quelques moyens pour aménager les systèmes, notamment des fermes dans nos lycées agri, et on est en train d'y mettre des moyens. Le deuxième volet, c'est l'accompagnement de l'installation. On attendait la loi d'orientation agricole, elle est un peu décalée, mais les régions ont pris de nouvelles responsabilités là-dessus. Et en Bretagne, on a assumé de dire qu'on voulait une diversité de réseaux pour accompagner les jeunes qui s'installent et pas un seul réseau qui automatiquement venait concentrer l'ensemble des passages des personnes qui veulent s'installer. Et puis, on met des moyens. Alors après, on peut avoir des débats sur la DGA, etc., mais nous, globalement, on veut regarder le système sur les 5 premières années. DGA plus aide à l'investissement, plus accompagnement des 5 premières années, et faire en sorte qu'on ait un package global qui permette d'accompagner tous les agris qui s'installent dans, encore une fois, la diversité des systèmes de prod, y compris ceux que vous venez d'indiquer. Je fais court parce que sinon je vais me faire rattraper par la patrouille. Et sur le deuxième sujet, qui est l'achat public, moi j'ai dit hier au ministre que la crise dans laquelle on est, c'est peut-être l'occasion de donner aux régions et aux départements les gestionnaires des collèges et des lycées. Parce qu'il y a un déblocage quand même. Je dois assumer mes responsabilités. On décide, nous, des achats, mais on a quand même un problème, c'est que ce n'est pas nous qui achetons. C'est les gestionnaires qui sont éducation nationale. Ça, c'est un vrai sujet. Ça fait 5 ans qu'en Bretagne, je travaille pour augmenter les achats locaux et de qualité. On était aux alentours de 20% d'achats locaux. C'est la honte. Hein. On est à plus de 50 aujourd'hui. On a mis 5 ans. Et on était à 4% de bio, on est à 20, on est à 19. Et on va continuer. Et l'objectif, c'est d'aller à 80% d'achat local et de passer les 50% d'achat bio minimum. Mais effectivement, vous l'avez dit, il faut qu'on travaille nos appels d'offres pour que vous puissiez répondre. Parce que si on vous met des cahiers des charges qui font que seuls les industriels peuvent répondre, ça ne marche pas. Il faut trouver les voies et moyens pour que les gestionnaires acceptent de rentrer un peu dans la complexité pour ne pas être basiquement sur des réponses à des groupements d'achats qui ne répondent pas, encore une fois, à l'ambition du Conseil régional. Et là, j'ai annoncé le mois dernier que j'allais monter une cellule d'achat public avec des agents de la région. Et on va nous-mêmes piloter les achats. C'est-à-dire que les gestionnaires de lycée, comme je n'ai pas la main sur eux, on va leur interdire d'acheter librement. Ils devront passer par la centrale d'achat de la région. Et la centrale d'achat de la région, elle aura des cahiers des charges négociés avec la chambre d'agri, négociés avec le DRAF, négociés avec les différents syndicats avec lesquels on discute, dont vous, pour faire en sorte que les cahiers des charges soient bien pilotés. Voilà, c'est un choix que l'on a fait. On va se faire aussi taper dans certains endroits où il y avait des groupements d'achat qui avaient été montés au niveau local et qui marchaient plutôt bien. Mais à un moment donné, il faut bien choisir. Et je n'arrive pas à faire monter les champs bio malgré les efforts. On a remis 3 millions l'année dernière. Et entre l'inflation, les cahiers des charges et la complexité du système, on a un seuil, là, on est à 20. Après, dernier mot d'autopromo, la moyenne nationale est à 7 dans les achats bio dans les cantines. Nous, on est à 20. Et j'espère bien continuer à monter. Et dernière chose, je dis à la presse, faites la transparence et montrez les pourcentages dans chaque département, dans chaque région, d'achat bio, d'achat local. Ça mettrait un peu tout le monde en pression. Voilà, pour essayer de répondre à toutes les questions qui me sont posées. Merci beaucoup pour avoir joué le jeu, des questions-réponses. Et je ne doute pas qu'on aura l'occasion de rediscuter avec vous sur ces questions-là qui sont importantes. Bon travaux à vous. Et merci beaucoup de votre présence. Merci. Ouais, on voulait vous dire... allô ? Ouais, c'est bon. Ça va être... je pense que ça va être très frustrant parce qu'on a beaucoup de personnes super qui viennent parler avec beaucoup de questions. On va vouloir passer énormément de temps sur chaque sujet et on peut pas parce qu'on a blindé le programme. Donc ce qu'on vous propose, c'est pendant les interventions, s'il y a des phrases, des concepts, des manières de parler de l'élevage qui vous plaisent, notez-les, prenez vraiment des notes. On a mis des paperboards sur les portes au fond avec les 2 thématiques de ce matin. On fera ça cet après-midi avec la mort animale et avec l'élevage, le bien-être animal. Et on a besoin de construire un discours derrière, de construire, comme on vous a dit, une stratégie. Donc on vous invite à énoter les idées que vous avez trouvées pertinentes à retenir et à rejoindre les groupes de travail de la Confédération paysanne, le groupe humain-animal, le groupe abattage, pour ensuite prendre toutes les données qui se sont
dites là, et puis construire le discours collectivement. Parce que c'est pas ici qu'on va pouvoir faire du grand débat pendant 1000 ans avec chaque intervenant et trouver... Voilà. Donc on va s'alimenter de tout ce qui se passe, apprendre énormément, noter tout, et puis n'hésitez pas du coup à noter sur les feuilles, les paperboards, ces grandes idées-là, on en a besoin, vraiment. Donc une autre chose, c'est que en fait là, on s'enchaîne toute la matinée, quoi. Là, il n'y a pas de pause. Donc si vous voulez faire des pauses café, toilette, allez-y individuellement. Et vous allez louper des bouts, mais bon, n'hésitez pas à le faire. Mais en tout cas, entre les deux thématiques de ce matin, il n'y a pas de pause, quoi. On enchaîne tout. Désolé. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc là, j'invite à... En fait, on va commencer le temps sur humain-animal, donc sur le bien-être animal. Donc j'invite les intervenants, donc Stéphane à venir s'installer, Xavier Boivin, Charles Stepanov et Nicolas Lescureux, s'il vous plaît. Vous pouvez les applaudir bien fort. Bonjour. Juste une précision aussi sur le temps des questions, les retours de la salle. C'est Adrien avec le bonnet noir de l'ADA qui prendra les questions sur les bouts de papier et on regroupe ces questions, je vous l'ai déjà dit, par bloc et on les ciblera aux différents intervenants. Merci. Voilà, donc à tout moment appelez-le, on va faire des paquets de questions pour pas faire des redites. Et du coup, là, c'est de la question compréhension pour aller plus loin dans des concepts ou des notions. Et voilà, les débats demain ou dans les groupes de travail se feront. Donc là, on attaque le temps sur le bien-être animal. On a voulu commencer par cette thématique-là parce que c'est le cœur de notre métier d'éleveur et d'éleveuse, que la relation à l'animal au quotidien, la relation au troupeau, la relation aux individus de travail, animaux avec qui on travaille, et la Confédération paysanne, donc à chaque fois on le redit, a déjà travaillé sur une base que je vous invite à lire, du coup, Cause animale et cause paysanne, et donc à chaque fois il y a des résumés, donc n'hésitez pas à le prendre, à le lire, il y a des résumés de chaque positionnement de la Confédération paysanne, et aujourd'hui on va essayer d'aller plus loin dans cette réflexion, et donc je vais laisser les intervenants se présenter chacun son tour, donc je pense d'abord avec des grandes questions qui sont: comment définissez-vous le bien-être animal ? On va aborder ça tout doucement et chaque personne va répondre à ces questions. Quel impact a ce concept sur les relations humain-animal ? Est-ce que l'élevage paysan est intrinsèquement porteur de bien-être animal selon vous ? Quelle est la singularité de l'élevage paysan dans la relation humain-animal, et quels en sont les affects paysans. Donc je donne la parole à Stéphane pour... On fait un tour de table. Ouais, un tour de table pour se présenter, et après Stéphane commencera. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Nicolas Lescureux, je suis chercheur au CNRS, et je suis ethno-écologue, donc je travaille précisément sur les relations entre humains et environnement, et spécialement sur les relations entre humains et animaux. Et voilà, j'ai travaillé sur ces questions en Asie centrale et dans les Balkans. Et voilà, c'est pas la première fois que je viens faire une table ronde devant la Confédération paysanne, donc j'ai commencé à prendre un peu l'habitude de venir parler de ces sujets-là. Et j'ai également travaillé sur les questions de prédation. C'est ce qui m'a amené à venir vous voir régulièrement. Merci. Donc Stéphane Gallet, donc je suis paysan éleveur à côté de Dol de Bretagne avec un troupeau de bretonnes pinoires, une quinzaine de vaches. On a aussi un atelier de maraîchage et en traction animale. Donc moi de métier, de formation, je suis moniteur d'équitation et formateur aussi à la traction animale. Je suis aussi comportementaliste équin bovin et j'interviens dans la formation sur la relation humain-animal. C'est quelque chose qui me motive et qui m'intéresse depuis longtemps. Une précision pour finir, c'est que dans chaque table ronde, on a fait le choix de croiser, on vous l'a déjà un petit peu précisé, mais il y a la voix paysanne et un regard extérieur porté par les chercheurs ou par des intervenants extérieurs. C'était vraiment le sens de
de ce colloque-là, c'est de confronter les idées et de laisser à chaque fois la voix paysanne aussi s'exprimer sur les différentes thématiques. Bonjour, je suis Charles Stepanov. Je suis vraiment ravi d'être avec vous pour cet échange et apprendre auprès de vous aussi de vos différentes expériences. Je suis directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, anthropologue. J'ai mené des enquêtes de terrain, d'abord en Sibérie, sur le rapport au monde, à l'environnement, à travers les rituels et l'élevage nomade chez des éleveurs de rennes, de yaks, de chameaux, enfin, toutes sortes de choses. Et puis, plus récemment, j'ai travaillé sur la chasse, la mort des animaux en France, avec des enquêtes dans le bassin parisien. Et je m'intéresse de plus en plus à l'élevage et à la domestication à travers l'archéologie sur cette relation homme-animal depuis le néolithique. Voilà. Bonjour. Ah, ne marche pas. Celui-là. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bonjour, donc je m'appelle Xavier Boivin, je suis directeur de recherche à INRAE, dans une unité de recherche qui s'appelle l'unité mixte de recherche sur les herbivores, et dans une équipe qui s'appelle Caraïbes. On aime bien travailler à Caraïbes. Mais Caraïbes, c'est un sens pédagogique, ça veut dire comportement animal, parce que je suis éthologiste. Donc je comprends, et en particulier la relation homme-animal vue du point de vue de l'animal. Le Caraïbes, c'est aussi robustesse animale, parce que nos animaux sont soumis à des environnements très différents au cours de leur vie. Et puis AIBE, ça veut dire approche intégrée du bien-être, parce que c'est la prise en compte de intégrer dans les différentes disciplines scientifiques, mais c'est aussi le fait que quand on s'intéresse au bien-être de l'animal, on s'intéresse aussi au bien-être de l'éleveur. Donc une approche qu'on dit aujourd'hui One Welfare. Et j'ai travaillé beaucoup avec les vaches allaitantes. J'ai fait ma thèse sur la docilité des vaches allaitantes. Et après, j'ai travaillé avec différentes espèces autour du monde. Et par rapport à la Confédération paysanne, j'avoue que c'est une découverte. Enfin, j'en entends parler assez régulièrement. Je voudrais juste te dire une chose, c'est qu'un jour, dans une conférence, il y a un monsieur qui m'a demandé quelle est la posture d'INRAE par rapport aux OGM. Et je lui ai répondu, en fait, je ne suis pas la voix d'INRAE. Quelle que soit la représentation que vous pouvez avoir de mon institut, je vais répondre en tant que Xavier Boivin, éthologiste, et non pas en tant que représentant d'INRAE. Et c'est important, parce que c'était quelqu'un de la Confédération paysanne qui était dans la salle, qui ne s'était pas présenté. C'était le secrétaire départemental. Mais voilà, je ne suis pas le porte-parole d'INRAE de ces recherches. Merci. Donc j'ai l'honneur d'attaquer un peu la table ronde. Et du coup, la question qui avait été posée, c'est quoi l'élevage paysan? C'est une question qui est quand même régulièrement posée quand on est représentant syndical. C'est quoi en fait l'élevage paysan? Vous parlez d'élevage paysan et c'est quoi? Et c'est souvent difficile de répondre en une seule phrase. Et c'est aussi l'objet du colloque, en fait, c'est qu'on puisse le caractériser pour mieux le porter collectivement. Donc moi, je fais une proposition qui s'inspire aussi largement des travaux qu'on a fait collectivement, et on va en reparler souvent, du livre Cause animale, cause paysanne, repartez passant. Donc l'objet de caractériser l'élevage paysan, pour moi, c'est pour nous, je pense, c'est pas de fixer des limites pour savoir qui est dedans et qui est dehors, mais c'est d'identifier ce qui est commun, en fait, ce qui est commun entre nous dans nos pratiques d'élevage, dans notre relation à l'animal, ce qui est singulier pour pouvoir le porter, notamment en favorisant l'installation de paysans et de paysannes nombreuses partout sur le territoire. Et donc, l'objet en fait de la caractérisation, c'est vraiment d'avoir une visée inclusive, parce que c'est vrai que c'est souvent un reproche qui nous est fait aussi quand on parle ou qu'on s'interroge collectivement. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est peut-être une réflexion collective sur une labellisation ou plutôt un signe de reconnaissance. Tout de suite, on parle d'exclusion. Donc là, l'idée, c'est vraiment, sur la caractérisation, c'est de faire un travail inclusif. Donc quand on parle d'élevage paysan, pour ma part, c'est avant tout une approche politique de l'acte d'élever. Moi, je le vis en tout cas sur ma ferme comme ça. Je pense que beaucoup de mes collègues le vivent comme ça. Et surtout vrai depuis l'après-guerre, enfin depuis l'industrialisation et la zootechnie en fait. Pour moi, c'est avant tout un acte qui s'inscrit dans l'architecture de l'agriculture paysanne, et donc de ses principes. Donc il y a 10 principes, je ne vais pas revenir dessus, mais au moins citer les 6 thèmes structurants: travailler avec la nature, la qualité des produits, la répartition des volumes, l'autonomie, la transmissibilité et le développement local. On a presque nos revendications pour demain sur le rond-point, en citant ces 6 principes-là. La théorisation de ces principes par les collègues militants des années 90 avait pour objet de proposer une déclinaison pratique de la critique productiviste
portée par la conf et qui s'articule avec une approche pratique et écologique. Donc l'élevage paysan se caractérise par la volonté politique des paysans et des paysannes de s'émanciper du carcan productiviste et capitaliste qui impose un rapport tayloriste désincarné aux humains, aux animaux et au territoire. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment une vision qui s'oppose aux productions animales industrielles. Enfin en tout cas, moi je le vis comme ça, je pense que beaucoup dans la salle le vivent comme ça. Et à partir de cela est définie une approche vraiment singulière du travail, particulièrement de la relation au travail avec nos animaux, non spécialisée, qui a du sens, qui nous fait un peu vibrer aussi, et faire prendre du plaisir. J'en reparlerai plus dans la table ronde, enfin à la fin de ces tables rondes sur la spécificité de la relation humain-animal dans l'élevage paysan. Je vais essayer de descendre. Est définie aussi la relation humain-animal, et c'est vraiment le cœur de nos réflexions aussi. Ici, le rapport au temps, ça je pense que c'est intimement lié au travail en fait, puisqu'on fait un pas de côté sur le système on va dire industriel ou du moins rationalisé. Aussi est défini par rapport à ça l'habitat partagé avec nos animaux, les conditions de vie de l'animal et le bien-être animal, quoi. Et du coup, pour laisser la parole aussi à mes collègues, et parce que c'était une des questions posées aujourd'hui ce matin sur cette table ronde, c'est quoi le bien-être animal? Donc nous, on l'analyse comme une approche quantitative, critériée, créée en réaction aux dérives industrielles. Donc de par son intention politique de résistance à l'industrie, en fait, on a identifié, nous, à la Confédération paysanne, que l'élevage paysan porte en lui intrinsèquement ce concept, finalement, et qui tente de mettre en exergue et de réparer la chosification de l'animal, quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'on comprend ce concept, mais en fait, on se dit, mais on n'en a pas besoin, puisque de toute façon, puisqu'on est dans une posture qui résiste et qui s'oppose à l'industrie, de toute façon, l'élevage paysan porte ça en lui. Donc on a fait le choix plutôt de se concentrer sur quelque chose qui peut permettre d'être progressif et améliorable dans nos fermes, c'est la bientraitance. Et c'est ça qui nous intéresse à travailler, à faire ce travail d'introspection justement pour progresser, pour échanger et puis pour porter, parce que c'est ce concept-là qui nous semble nécessaire et qui recentre en fait le lien humain-animal dans le contexte de la ferme, quoi. La critique faite par la Confédération paysanne, bien-être animal, est liée à l'absence d'approche globale. Enfin, c'est vrai qu'on aime bien avoir cette approche globale et contextuelle souvent. Cette volonté de rester sur des objectifs de résultats et d'exclure les moyens. Donc ça, c'est une critique qui nous a été faite souvent. C'est que la bientraitance, c'est un objectif de moyens et pas un objectif de résultat, et que la bien-être animal, en fait, il a cette neutralité-là, cette objectivité-là, en se fixant sur les résultats. Pour nous, cette approche-là, elle passe quand même à côté de quelque chose, elle passe justement de tout ce qui n'est pas objectivable, de tout ce qui n'est pas mesurable, par cette approche animal-centrée, l'intention, l'intimité dans la relation, l'interconnexion avec le territoire, et au-delà du confort, au-delà du confort qui est largement mesurable par le bien-être animal, l'épanouissement de l'animal qui est une vie pleine en fait de l'animal. Voilà. C'est ça qui nous intéresse dans les fermes, c'est d'offrir à l'animal une vie pleine. Au-delà du fait qu'il y a absence ou pas de souffrance, le plus possible dans le soin, le plus possible dans le confort, mais une vie pleine, c'est celle qui respecte l'ensemble des répertoires comportementaux de l'animal, qui lui permet d'avoir une vie sociale épanouie, qui lui permet aussi d'avoir une certaine richesse dans son expression, dans les relations, dans la domestication, dans ses interactions avec les humains. Et en fait, une autre critique aussi par rapport à cette notion de bien-être animal, c'est qu'elle est mise en place après-guerre. Elle se développe de plus en plus. J'entendais la filière lait se féliciter que 70% des fermes laitières respectaient les normes bien-être animal. Et pour autant, on n'a jamais autant concentré les animaux dans les fermes laitières. Ils sont de plus en plus concentrés dans les bâtiments, en corollaire au développement de la méthanisation, par exemple. Et on a des retours de vétérinaires qui disent qu'ils passent des journées à euthanasier des animaux, quoi. Donc, il y a une espèce de décalage aussi entre cette impression qu'on a une progression constante sur la prise en compte des conditions de vie des animaux et en fait la réalité du terrain
qui nous fait voir tous les jours que les animaux sont de plus en plus réifiés, quoi. Donc en fait, on a vraiment ce sentiment-là que cette notion-là, en fait, elle loupe sa cible, et pire que ça, elle cautionne le développement de l'industrie, et elle fait en fait un travail de ce qu'on appelle le greenwashing, ou plutôt le BA-washing. Donc j'ai fait un peu une caricature, une approche vraiment très critique. Je vois Xavier sourire, mais on comprend bien en fait la notion scientifique en fait du bien-être animal, sauf que dans son approche sociétale en fait, elle a ces travers-là parce qu'elle elle donne l'impression dans la conscience collective qu'il y a une prise en charge des dérives de l'industrialisation, alors qu'en fait on accélère de plus en plus vers ces dérives. Voilà, donc j'en ai fini là, je laisse la parole à Xavier. Merci. Ouais, du coup, on va attaquer sur cette grande question qui est la définition du bien-être animal, du coup, avec Xavier. Je ne sais pas si Charles et Nicolas, vous voulez aussi répondre à cette question. Donc, cette définition du bien-être animal, ou alors, vous, l'impact, du coup, sur les sociétés de cette notion, de cette prise en considération du bien-être animal. Xavier ? C'est moi qui commence. Alors, le problème de donner une définition du bien-être, c'est que en fait, chacun a sa définition du bien-être en fonction de là d'où il vient. Et puis, il y a la science du bien-être, c'est une science éthique, c'est pas une science de morale. Et ça fait partie des difficultés. C'est-à-dire que si c'était une science de morale, ça serait une science du jugement, des comportements et qu'est-ce qui est moralement acceptable ou pas acceptable. Alors que l'éthique, c'est plutôt se poser des questions par rapport à la responsabilité et aux objectifs qu'on veut avoir. Je commence par ça parce que c'est très important. Derrière, quand tu as commencé à dire l'industrialisation et tout ce que ça, on sentait une connotation aussi de jugement et une posture scientifique. Pour moi, elle sera le questionnement de comment faire pour qu'on ait une durabilité de nos élevages, quelles sont les conséquences en fait de nos actions et de la diversité de nos actions. Et il y a aussi un côté derrière le bien-être animal anthropocentrique. Parce que je me souviens, il y a très longtemps, en Bretagne, je ne sais plus quelle coopérative, faisait de la publicité pour la bientraitance animale et pour le bien-être des humains. Comme si ce concept de bien-être animal ne pouvait pas exister, on parlait de bientraitance. Je ne vais pas être trop long, mais scientifiquement parlant, en fait, on subit les conséquences d'un mot anglais, animal welfare, qui a une double connotation qui veut dire bientraitance, c'est-à-dire la démarche qu'on a pour bien s'occuper des animaux, et qui veut dire aussi l'état mental de l'animal, la façon dont il ressent la situation. Et en français, on n'a qu'un seul mot, qui est bien-être animal, et donc du coup, cet état mental, une difficulté qu'on a, c'est est-ce qu'on fait de l'anthropomorphisme à utiliser ce mot-là, et c'est donc un élément extrêmement important qu'on peut avoir, et des gens ne sont pas à l'aise par rapport à ça. Scientifiquement parlant, juste une anecdote, c'est que dans les années 90, on n'avait pas le droit d'utiliser le mot émotion chez l'animal. On parlait de peur comme si ce n'était pas une émotion, mais le mot émotion était interdit parce qu'on n'était pas dans la tête de l'animal. Mais ça, c'est complètement révolu. Il y a eu beaucoup de travaux, notamment dans notre équipe, qui ont montré, en fait, avoir une approche scientifique des émotions chez l'animal, le continuum entre l'homme et l'animal, fait qu'aujourd'hui, scientifiquement parlant, les animaux sont reconnus comme ayant des émotions, comme ayant de la souffrance. Et donc, du coup, ce tabou, cette distance entre l'homme et l'animal, il est tombé. Et la jurisprudence, enfin la loi a acté aussi ça beaucoup, puisque le Code civil a reconnu l'animal comme un être sensible. Et donc, quelque part, au fur et à mesure des années de recherche, on a reconnu scientifiquement l'idée que la question du bien-être animal, c'est pas seulement le bien-être physique, c'est pas seulement l'absence de maladie, le fait qu'il soit bien nourri, qu'il soit élevé dans des conditions qui correspondent à son environnement, c'est la façon dont il ressent la situation. Et là, ça débouche sur quelque chose, c'est l'éthologie, j'ai tendance à dire, c'est le culte de l'altérité, c'est-à-dire la reconnaissance que le monde perceptuel d'un individu n'est pas le même que celui de son voisin. C'est super important. Mais c'est vrai, si vous prenez le daltonisme par exemple, vous serez d'accord que les daltoniens ne voient pas les couleurs de la même façon que moi par exemple, j'imagine. Mais en fait, je ne sais pas quelle est la façon dont vous voyez les couleurs. Je ne sais pas. Un oiseau, j'en ai une certaine idée, mais il n'a pas la même vision que nous. Donc la question qui est posée, scientifiquement parlant, c'est pas notre regard sur la condition animale, c'est comment l'animal perçoit la situation. Et on ne peut prendre en compte le bien-être de l'animal que si on lui pose cette question-là à lui, avec des méthodes qui sont développées pour ça. Tu as parlé d'indicateurs, c'est super important. C'est
il faut arriver à se décentrer. Prendre la place de l'animal sans anthropomorphisme. Nous sommes remplis d'un imaginaire sur l'animal, et c'est vrai dans nos relations à l'animal. Parce que quand nous manipulons un animal, toutes nos croyances sont projetées, et si un animal nous pose un problème, en fait, c'est l'animal qui a un problème. Vous voyez la différence. Nous, on a un problème avec l'animal, on va lui faire porter la responsabilité sans se rendre compte que l'animal a un problème avec nous. Donc toute l'éthologie et toute la prise en compte du bien-être animal, c'est ce décentrage, c'est cette idée qu'il faut absolument qu'on prenne le point de vue de l'animal pour comprendre ce qu'il est. Et la dernière chose que je voudrais dire, parce que je ne voudrais pas être trop long, c'est bien-être, c'est pas bonheur. Bien-être, c'est une démarche qui pose la question, c'est une démarche éthique. Comment l'animal perçoit la situation dans laquelle il est, comment on a des indicateurs de cette perception et comment finalement on peut nourrir notre connaissance et agir en responsabilité. Je terminerai là-dessus. Parce que pour moi, souvent les éleveurs, quand je les ai rencontrés, ils me disent « je comprends pas, le débat sur le bien-être animal, ça remet en question l'expertise que j'ai. C'est pourtant moi le meilleur expert de mes animaux. » Le problème, c'est qu'on a tous une perception différente en fait de ce que c'est que cet animal. Et la démarche de responsabilité, pour moi, c'est est-ce qu'on s'informe sur les connaissances que l'on peut avoir ? Quelles sont nos fausses croyances ? Est-ce qu'on peut arriver à mettre en place des choses qui peuvent permettre d'améliorer le bien-être animal ? Et au final, comment ça correspond à mon bien-être à moi ? Parce qu'on est quand même les acteurs. Et là, on tombe dans ce qu'on appelle le one welfare. C'est-à-dire, si on n'a pas et on va se rejoindre sans doute sur ça, si l'animal n'est pas bien, on ne sera pas bien, ou réciproquement, si l'homme n'est pas bien, l'animal ne sera pas bien dans cette interaction. Mais on aura l'occasion d'en discuter. Voilà, pardon, je ne voulais pas te parler trop longtemps. Merci beaucoup. Juste un mot, merci Xavier. Je me faisais le porte-voix, on se rejoint sur beaucoup de sujets, mais je me faisais le porte-voix des revendications de la Confédération paysanne. Et du coup, c'est forcément que ça interroge assez fortement, et c'est le but. Merci. Est-ce que Charles ou Nicolas voulaient rebondir ? Oui, moi je veux bien. Merci beaucoup. Alors c'est une question très importante, bien-être animal, et je pense que c'est important de prendre du recul historiquement, anthropologiquement. On peut avoir l'impression, quand on lit les travaux des animalistes, par exemple, que c'est suite à des travaux scientifiques récents, des découvertes, qu'on sait que les animaux ont des émotions et de l'intelligence. En fait, pas du tout. Dans la vie paysanne, le rapport aux animaux il est fondé sur le partage des émotions et sur le partage de l'intelligence. Si on lit les mythologies paysannes, la civilisation paysanne, les animaux sont capables de comprendre le langage humain. D'ailleurs, ils parlent. La nuit de Noël, ils parlent. Il y a plein d'histoires dans les campagnes. Il y en avait en Bretagne sur le fait qu'on peut aller écouter les animaux parler la nuit de Noël. Le travail au quotidien est basé sur la communication. Le labour avec les bœufs, c'était avec de la parole, avec des chants de dariolage, de briolage. C'était fondé sur la possibilité de communiquer avec le langage ou au-delà du langage, de créer des résonances par-delà la frontière des espèces. Mais alors il y a un tournant chez les lettrés, en fait, chez les scientifiques, au milieu du XVIIIe siècle, où on va redéfinir ce qu'on a de commun avec les animaux. Ce qu'on avait de commun dans la civilisation paysanne avec les animaux, c'était le partage du travail, la maison, le fait de partager un habitat, comme tu le disais, le fait de partager une terre, en fait d'être cohabitant d'un pays. C'est ça l'élevage paysan. Et au milieu du XVIIIe siècle, on va dire ce qu'on a de commun avec les animaux, c'est pas l'intelligence, c'est pas les émotions, c'est la souffrance. C'est comme ça que Rousseau définit l'empathie avec les animaux. Jeremy Bentham, qui est un philosophe XVIIIe, qui inspire la philosophie animaliste aujourd'hui, dit la question n'est pas est-ce que les animaux sont intelligents, ni même est-ce qu'ils ont des émotions. La question c'est est-ce qu'ils sont capables de souffrir. Et on a un recentrement là, ce qu'on a de commun avec les animaux c'est la sensibilité et la souffrance. On va avoir un recentrement à partir du XVIIIe siècle sur la question de la sensibilité et de la souffrance individuelle. C'est-à-dire qu'on ne considère plus l'intelligence, le rapport à l'environnement, le rapport aux humains. Tout ça c'est balayé comme du folklore. Ce qui est important, c'est la sensibilité. Donc on a un virage physiologique. Et pour moi, le bien-être s'inscrit évidemment là-dedans. On peut le voir avec la façon dont la question de bien-être inspire la législation sur l'abattage des animaux. On est centré sur la question de l'insensibilisation. C'est pas grave s'ils vont se faire abattre à l'autre bout du pays. Ce qui compte, c'est qu'ils soient insensibilisés. Donc ça veut dire qu'on oublie la question du lien entre l'animal et son éleveur, le lien entre l'animal et son territoire et son troupeau.
on met tout ça de côté au profit d'une vision centrée sur l'instant, la sensibilité et donc le réflexe cornéen. Ça va être ça le critère d'une bonne mort, c'est qu'on peut mettre le doigt dans l'œil de l'animal, il est plus sensible et là on peut le tuer. On a vraiment un passage, je pense, d'une vision plus en réseau, plus écologique, à une vision centrée sur la physiologie qui correspond à un avènement d'une vision individualiste, de façon générale. Ça porte aussi bien sur nos relations entre humains. Et un oubli, je crois, du coup, et c'est un peu un effet pervers potentiel de cette concentration sur la notion de bien-être animal, un oubli de l'intégration à des réseaux, le fait que pour un animal, ça peut être intéressant d'avoir la possibilité d'explorer un territoire, d'avoir la possibilité de transmettre des savoirs, des itinéraires de transhumance ou autres, des savoirs, même les poules peuvent se transmettre de génération en génération des savoirs, des comportements, une familiarité en fait, avec un paysage, toute une complexité qui, je crois, n'est pas souvent n'est pas assez prise en compte quand on parle du bien-être animal avec la question du réflexe cornéen, quoi. Ce qui permet aux animaux de mourir de la façon la plus agréable. Aujourd'hui, il y a des progrès, on peut dire, oui, ils meurent, vraiment, c'est l'euthanasie, le modèle. Ça devient un moment de plaisir, presque, de mourir dans des abattoirs industriels. Mais est-ce que c'est ça le sens Est-ce que tout doit se résumer à ces instants-là de la mort on oublie ce qui se passe avant, en fait, et qui, d'un point de vue paysan, est essentiel. Est-ce que Nicolas, tu veux enchaîner ? Oui, j'ai pas forcément énormément de choses à rajouter à ce que vient de dire Charles. C'est sûr que nous, en tant qu'ethnologues, cette notion de bien-être animal dans les autres sociétés, on va pas forcément la rencontrer. Par contre, cette notion de bien-traitance, là, oui, évidemment, il y a des règles de comportement humain envers les animaux. Et après, sur peut-être cette différence de la vision scientifique du bien-être animal avec le rapport paysan, elle est dans des questions d'engagement. C'est-à-dire que le paysan et ses animaux sont engagés dans une activité commune avec un attendu de vie commune et puis de certains résultats aussi en termes de production. Et je me dis que peut-être il y a une question qui est à poser ici. Alors je ne suis pas sûr de l'opposition exacte en fait entre deux termes qui seraient l'autonomie, au moins un pourcentage d'autonomie des animaux et des formes d'aliénation de l'animal. Aliénation de son rapport à ses congénères, aliénation de son rapport à l'environnement, aliénation de son rapport aux humains. Et que, évidemment, à partir du moment où on a de l'élevage, on n'est pas dans 100% d'autonomie, sinon c'est des animaux sauvages et puis on va à la chasse. Peut-être qu'on en reparlera demain sur les questions de rensauvagement. Mais que cette aliénation, on peut la pousser très loin, tout en gardant des notions de bien-être animal. Et moi, il y a quelque chose qui me fait penser à ça. J'ai vu, il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai vu le dernier film Chicken Run. Dans lequel en fait les poules dans cet élevage on leur met un collier qui en fait leur brouille le cerveau et du coup elles sont heureuses et en fait régulièrement elles voient une lumière et puis elles vont très heureuses vers cette lumière qui est en fait le chemin vers l'abattoir qui les transforme en nuggets. Donc ça m'a fait un peu penser à ça parce qu'elles sont heureuses mais en fait elles sont complètement aliénées, elles ont le cerveau complètement cramé. Donc je me suis dit, est-ce que... alors, bien sûr que le bien-être animal, il a évolué depuis, cette notion, elle a évolué depuis. C'est effectivement une notion scientifique qui est apparue d'abord en expérimentation animale, mais effectivement une notion peut-être individuelle qui peut-être ne correspond pas à ces notions d'engagement et on peut se demander s'il y a une réflexion sur cette question d'aliénation en fait, de l'animal qui va de pair avec l'aliénation des humains, évidemment. Petite précision, plutôt une différence de point de vue peut-être sur sensorialité, sensibilité. L'histoire du réflexe cornéen, j'ai dans mon équipe une personne qui est une des spécialistes de l'abattage et en fait la perte de conscience à l'abattage, et c'est pas juste de la perte de sensibilité. La question qui est posée, c'est l'animal se sent-il mourir, combien de temps il met pour mourir et quel est son ressenti par rapport à ça. Donc le réflexe cornéen, c'est plutôt un indicateur en fait d'état de conscience.
et savoir quelle est la souffrance, et la souffrance est une émotion pour nous, la souffrance qu'il va vivre pendant ces derniers moments de vie. Et donc un animal par exemple peut être inconscient mais se débattre complètement, d'un point de vue, il peut avoir donc une mort cérébrale, mais d'un point de vue, nous on a l'impression qu'il est encore vivant alors que ce n'est pas le cas. Mais donc savoir exactement si l'animal est conscient ou pas, c'est pas tout à fait la même chose que la question de sensibilité ou sensorialité. Je voulais préciser ça parce que c'est pas la façon dont on le vit. La deuxième chose, c'est que on a évolué, je pense que la société a évolué et les scientifiques ont évolué. On était beaucoup sur la protection animale, donc effectivement la disparition ou la diminution de la souffrance, autant se faire que peu. Mais aujourd'hui, toutes les réflexions sont sur la prise en compte d'émotions positives, la question de la qualité de vie que les systèmes d'élevage ou que nous humains nous pouvons donner aux animaux. Donc on rejoint complètement en fait ce que vous venez de dire, qui n'est pas simplement protéger l'animal, mais qui lui, d'une certaine façon, rejoint l'idée, est-ce qu'on est capable d'imaginer une vie qui mérite d'être vécue ? Et le mérite, il y a une posture morale, évidemment, mais si c'est un continuum, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en permanence pour se poser la question, comment enrichir l'espace des animaux, comment enrichir la vie. Et la relation homme-animal fait partie de ça. La construction de la relation homme-animal, ça fait partie de prendre en compte l'autre, comment cette construction de la relation homme-animal a des conséquences positives ou négatives, et dans quelle démarche de progrès on est. Voilà, je voulais préciser ça parce que c'est la réalité de ce que je vis aujourd'hui dans le monde scientifique, qui est un tout petit peu au-delà maintenant de la prise en compte simplement de la souffrance. Je pense que si je rajoute quelque chose, mais le hiatus, enfin moi j'ai aussi une petite formation en éthologie, tu sais bien Xavier, donc c'est un outil moi qui me sert au quotidien et qui est en fait qui est un outil vachement intéressant parce que effectivement c'est objectif. Et du coup, il y a cet effet de décentrement où on peut laisser l'animal en tant qu'animal et à observer, critérier un peu ses réactions par rapport à l'environnement. Et c'est cette interaction aussi avec la situation qui est intéressante à évaluer sans notre filtre sensoriel et puis notre filtre d'expérience et nos projections. Donc moi, c'est quelque chose que j'utilise en fait au service de mon projet politique d'élevage paysan. En fait. Et le hiatus, je pense, c'est que ce concept de bien-être animal, en fait, il a d'autres significations dans l'inconscient collectif et aussi il est très dévoyé, à mon sens, par l'industrie. Et je pense que c'est de ça qu'on cause, quoi. En fait, on peut mettre tout et n'importe quoi derrière cette notion-là. Mais en tant qu'outil, progressif aussi, qui permet, en tant qu'outil d'évaluation, ça reste un outil intéressant, quoi. De ma fenêtre. Il est essentiel pour comprendre comment l'animal ressent la situation. Du coup, est-ce que ça vous va de passer à la question de est-ce que l'élevage paysan est intrinsèquement lié, est porteur de bien-être animal ? Et peut-être dans vos recherches ou d'exemples d'élevage paysan ailleurs qu'en France, ici, est-ce que c'est lié au bien-être animal ? Est-ce qu'à chaque fois il est porteur de ça ? Et peut-être après finir sur un peu la définition de la bientraitance animale et comment les éleveurs de la conf aussi se positionnent ou se positionnent pas là-dessus. Après, personnellement, dans les sociétés dans lesquelles je travaille, on est sur de l'élevage pastoral, donc avec des animaux en plein air, sur parcours, donc qui ont ces possibilités d'exprimer leur comportement aussi bien avec leurs congénères qu'avec leur environnement, qui doivent faire preuve d'une certaine autonomie dans le choix de leur nourriture, etc. Donc si ça fait partie de la définition du bien-être animal, l'élevage paysan en quelque sorte est porteur de ce bien-être-là, puisque a priori il est moins porté vers l'intensification, la concentration en bâtiment qui peuvent faire perdre cette autonomie, ces formes d'autonomie comportementale. Donc c'est dans cette mesure-là où il peut être porteur de ça. Aussi par ses engagements en termes de relations sociales entre humains autour des animaux. Et puis aussi l'élevage pastoral par la mise en place de relations interespèces qui peuvent être particulièrement intéressantes.
Les relations chiens et troupeaux dans l'élevage pastoral, c'est quand même les humains ont quand même réussi à mettre ensemble un prédateur et une proie pour travailler ensemble. C'est quand même assez intéressant. Donc il y a même la possibilité, à travers l'élevage, d'enrichir les relations entre animaux en générant des nouvelles relations entre les différents animaux. Donc est-ce qu'il est intrinsèquement porteur, je ne sais pas, mais en tout cas, sur les définitions que nous, on pourrait avoir de bientraitance et sur ce qui peut nous intéresser dans cette vision du bien-être qui intègre cette diversité des comportements, l'élevage paysan est de fait plus porteur de ça qu'un élevage qui serait plus porté vers la concentration des animaux et avec des objectifs uniquement en termes de production. Ou pour reprendre les termes de Jocelyne Porcher sur cette question des rationalités, avec une rationalité productive qui serait la seule rationalité, c'est pas facile à dire, qui resterait dans l'élevage et qui distingue justement les productions animales de l'élevage. Oui, je pense qu'il ne faut pas hésiter à remettre en cause ce concept de bien-être animal, en tout cas, ou s'apercevoir des contradictions potentielles. Alors, ce n'est pas du tout pour remettre en cause les travaux des éthologues, qui sont extrêmement inspirants, mais voir qu'est-ce que l'industrie, qu'est-ce que les systèmes productifs, qu'est-ce que l'industrie des animaux de compagnie aussi font du bien-être animal, avec ce que ça a de normatif, ce que ça a de culpabilisant, pour ceux qui ne s'y prêtent pas aussi. Par exemple, j'avais été à un colloque de vétérinaires sur le bien-être animal et il y avait, alors c'était plutôt sur les animaux de compagnie, les chats et les chiens, et on présentait par exemple pour résoudre les problèmes de bien-être animal du chien qui est enfermé toute la journée en appartement, une société proposait un petit robot qui inclut une caméra qui se connecte à votre smartphone, donc vous pouvez comme ça voir votre chien, et puis la machine va lancer une croquette quand le chien a l'air un peu déprimé. Alors ça, pour certains, c'est l'idéal de résoudre les problèmes de bien-être animal. De ce point de vue-là, la façon dont les chiens sont traités en Asie centrale ou en Sibérie, elle est horrible, parce qu'on leur donne des coups de pied aux chiens. On n'hésite pas à être vraiment brutal. Ils sont très mal nourris. Pourquoi ? Parce qu'ils ont leur autonomie en fait. Donc on va être beaucoup plus, comme le disait Nicolas, sur des valeurs d'autonomie des animaux. Les chiens, ils ont la possibilité d'aller chasser tout simplement, comme les chats. Et quand on voit dans les textes sur la vie paysanne autrefois, le chien il mangeait un peu de pain, on ne lui donnait pas de viande, et le chat on ne le nourrissait pas du tout. Donc c'est des formes de rapport aux animaux qui donnent énormément en fait, de possibilités à ces prédateurs que sont les chats et les chiens d'exprimer leurs compétences comportementales. Donc ils vont se rapprocher beaucoup plus d'un animal quasi sauvage. D'un certain point de vue, le chat, en fait, il n'est pas domestiqué jusqu'à la stérilisation systématique des chats au XXe siècle, parce qu'il maîtrise lui-même sa reproduction, il maîtrise son alimentation. Et on peut défendre l'idée que c'est peut-être là qu'il y a plus de bien-être. Enfin, ça peut être tout à fait débattu. Il y a des études éthologiques intéressantes sur le chien qui montrent que l'expression des compétences olfactives pour le chien sont absolument fondamentales. Et donc la pire torture qu'on peut imposer à un chien, c'est effectivement de l'enfermer en appartement. Et par contre, le chien mongol, il reçoit ses coups de pied au derrière de temps en temps. Par contre, toute la journée, il a la possibilité de poursuivre des proies, de faire du pistage, en fait, d'expérimenter un rapport à un milieu vivant absolument riche, avec aussi de la transmission intergénérationnelle, une vie sexuelle libre aussi. C'est pas les humains qui décident avec qui ils s'accouplent. Ils font leurs petites affaires entre eux à volonté. Donc voilà, c'est des aspects qui font partie de l'autonomie animale, avec une étude de synthèse sur les différents systèmes d'élevage à travers l'Asie du Nord, de la Mongolie jusqu'à l'Arctique. On s'est rendu compte que c'était certainement ça le trait commun de ces systèmes d'élevage, c'était autant que possible, on en fait le moins possible, et autant que là où c'est possible, eh bien, c'est les animaux qui vont eux-mêmes, les moutons aussi, les bovins, eux-mêmes assurer leur nourriture. On part de l'élevage extensif, non gardienné, sans clôture, avec des meneurs qui ont de l'expérience. C'est des grands-mères souvent qui emmènent leurs filles et leurs petites-filles
sur des pâturages, assurer eux-mêmes leur protection contre les prédateurs. Donc on favorise des morphologies assez robustes, des animaux qui ont des capacités de se défendre. Alors les rennes avoir une ramure importante, des bovins avec une belle encornure, qui peuvent repousser des renards, des prédateurs. Les loups c'est difficile, et en tout cas les animaux sont exposés finalement à avoir un rapport complexe, riche, avec des prédateurs, avec des proies pour les chiens, avec des ressources de nourriture diversifiées qu'ils vont pouvoir eux-mêmes utiliser parce qu'ils ont une connaissance du territoire. Et ça, c'est fondamental dans l'élevage en Asie du Nord, c'est la connaissance d'itinéraires partagés. La liberté des animaux, elle est fondée sur le fait qu'on s'appuie sur leur intelligence, sur leur connaissance des lieux, des itinéraires immenses qui peuvent faire 1000 km. Et les animaux les connaissent. Bon, on a ça aussi chez nous avec les transhumances, c'est possible. Et voilà, donc il y a toute une richesse mentale, émotionnelle, écologique qu'on devrait plus prendre en compte quand on parle de bien-être animal, et qui est souvent oublié dans les récupérations, industrielles de cette notion-là. Ouais, et du coup, Xavier, sur cette question de l'élevage paysan entre l'animal heureux, bien-être animal qui est sauvage et du coup qui pourrait être malade, mourir vite, avoir faim, l'animal sauvage, est-ce qu'il est heureux, l'animal paysan, l'élevage paysan entre les deux, et l'animal industriel qu'on peut justifier éthologiquement d'être heureux mais en indus parce qu'il répond à des critères éthologiques. Comment toi tu vois l'élevage paysan de manière éthologique face à ça? Le problème, c'est que je connais pas bien l'élevage paysan, qui est une catégorie, et dans ma tête, comme derrière l'élevage paysan, il y a une diversité de personnes, je suis pas sûr que les personnes qui sont... Enfin, si je compare avec les autres formes d'élevage, où il y a une grande diversité d'opinions par rapport à la relation homme-animal, même en élevage industriel, conventionnel, je sais pas quel mot vous avez, et derrière, c'est pas anodin la façon de l'utiliser. On peut avoir... J'ai lu dans ce que tu as écrit la notion de prendre le temps. Elle est fondamentale quand on manipule les animaux. Il faut, pour pouvoir les manipuler de façon efficace, autant pour le travail de l'éleveur que pour le ressenti de l'animal, il faut aller au rythme de l'animal. Et dans les abattoirs, un des problèmes, c'est les cadences, et dans un certain endroit, c'est des cadences. Mais ça veut-il dire que les personnes qui travaillent en élevage conventionnel, industriel, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, sont tous pareils dans leur façon de manipuler les animaux? La réponse, elle est non. Je ne sais pas quelle est la diversité des comportements des personnes en élevage paysan par rapport aux animaux, mais je suis sûr qu'elle est aussi diverse que dans d'autres situations. C'est peut-être provocateur, mais de ce que je vois, chaque personne est différente. Il y a des personnes qui vont vouloir aller plus vite, des personnes qui vont vouloir aller moins vite. Les croyances qu'ils ont dans l'effet de leur comportement sur l'animal, et on touche au prochain sujet, la bientraitance. Mais cette diversité-là, j'ai vu c'était pas mon milieu, moi je travaille avec les élevages bovins viande, à l'étang, dans des conditions du Massif central souvent, qui sont, où les animaux sont dehors régulièrement, etc. Ça peut être à la tâche aussi, on voit des diversités. Mais j'ai eu l'occasion autour d'un projet d'avoir des éleveurs de porcs en élevage conventionnel qui étaient d'une patience infinie avec les animaux quand ils les manipulaient. Donc si cette diversité qu'on va trouver a priori dans un endroit où c'est ce que vous appelez l'industrialisation, le profit, a priori, si ça existe là dans cette diversité, la question que j'aurais envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez autant de diversité aussi par rapport aux personnes qui sont dans l'élevage paysan, et ça va déterminer considérablement la responsabilité qu'on a. Comme on imagine l'animal, comme on n'est pas formé ou on a des difficultés à voir l'animal comme il est, il peut y avoir des conséquences importantes autant en élevage paysan qu'en élevage industriel. Et après, quand vous avez évoqué les chats, les chiens, quand on voit en fait le nombre d'animaux de compagnie que nous avons, nous dans nos sociétés occidentales, la question qui peut se poser, c'est quand vous voyez le nombre de difficultés qu'ont les propriétaires avec leurs animaux, c'est pour ça que le métier de comportementaliste, il a monté. Il y a énormément de gens, vous avez des lapins de compagnie, il y a des lapins qui sont dominants par rapport à leurs animaux. On n'est pas dans l'élevage industriel, on est... Pardon, ouais. Et on n'est pas dans l'élevage industriel, on est dans une forme de cohabitation extrêmement proche. Et ça n'a rien à voir avec le milieu de vie qu'on vient d'évoquer, là, mais c'est quand même un contexte où les animaux vivent. Et alors, sur la liberté des animaux, je voudrais si j'ai encore un peu de temps là-dessus, j'ai lu ça d'un certain nombre de gens, et j'y crois aussi. Il y a plusieurs conceptions de la domestication. Il y a la domestication, c'est le pouvoir de l'homme sur la nature.
Et donc, c'est vraiment un rapport de force. La domestication, ça peut être un contrat social. Raphaël Larère, c'est on donne un service à l'animal, il nous rend un service, on est dans cet échange mutuel. Et puis il y a une vision écologique. La domestication, en fait, on a pu domestiquer que les espèces, les populations animales qui voulaient bien être domestiquées. Et ça change beaucoup de choses. Parce que finalement, notre niche écologique humaine, elle existe, et il y a certains animaux qu'on préférait vivre avec nous que vivre dans la nature. Et ça change beaucoup de choses. Parce que du coup, le questionnement d'un point de vue éthique par rapport à la domestication, c'est pas qu'on ait une domination sur l'animal, c'est qu'en fait, le bonheur, c'est pas forcément la nature. Un animal qui vit dans la nature, si vous regardez la mortalité des jeunes herbivores, vous avez 80%, 70 à 80% de mortalité des jeunes herbivores dans la nature. Et de quoi ils meurent ? Ils meurent de soif, ils meurent de maladie, ils meurent de faim. La question de bien-être animal dans la nature n'est absolument pas pour moi, écologiste, biologiste, la référence. La liberté n'est pas là. Peut-être, mais c'est une valeur philosophique, mais c'est pas. L'écologie n'en a rien à faire du bien-être animal. L'écologie, elle gère des populations, elle gère tout un tas de choses qui ne sont pas du domaine de la référence en termes de bien-être animal. Et la question que je me pose, c'est si on prend les chats en liberté. J'ai entendu, mais chez nous, les chats en liberté, ils détruisent des populations d'oiseaux de façon extrêmement forte. Donc, aller dire que cet animal sans contrôle humain, dans un environnement donné, il est adapté, et qu'est-ce que ça veut dire l'adaptation ? Ben, ça pose énormément de questions d'un point de vue éthique. Et sur la question, pardon, j'ai pas répondu complètement à l'élevage paysan, mais en tout cas, ce qui me plaît, c'est le fait de prendre son temps et d'être dans leur compréhension de ce que l'animal souhaite. Je réponds. Ouais. Je réponds à ta question sur la diversité des pratiques aussi qui peuvent être tout autant importantes dans l'élevage paysan que dans l'industrie et que du coup, si je comprends bien, c'est que à la question est-ce que l'élevage paysan porte intrinsèquement le bien-être animal, la réponse c'est de dire ça garantit pas en tout cas. Mais nous, le postulat, c'est de dire que en faisant un pas de côté par rapport au modèle productiviste en fait, qui impose en fait un rythme de rationalité économique, forcément il y a un potentiel justement sur le rapport au temps, justement sur le rapport au beau aussi, parce que je pense que ça on ne l'a pas évoqué, mais il y a une grande motivation chez les paysans et les paysannes de se satisfaire du beau en fait, de ce que nous apporte l'image des animaux dans les pâtures, etc. J'ai vu Sébastien, on avait cette discussion là il y a pas encore une semaine où il me disait qu'il n'avait pas le temps de lire parce qu'il observait ses moutons brouter, c'était ça qui le satisfaisait quand il était en gardiennage. Et du coup cette notion là en fait, je pense que effectivement en élevage paysan, parce qu'on a ce projet politique là de décentration, enfin de critique par rapport à la rationalité économique imposée par l'industrie, on a un potentiel qui est un peu plus fort, même s'il y a cette disparité-là que je reconnais qui peut exister, en tout cas sur la bientraitance, parce qu'elle est intimement liée. En fait, la conduite des animaux, on sait bien que même chez les paysans, et la conduite des animaux, elle n'est pas toujours... ça dépend aussi de l'individu en fait. Si tu es quelqu'un de très colérique, tu as beau être inscrit dans un projet politique d'élevage paysan, ça va peut-être mal se passer quand tu montes tes animaux dans la bétaillère. Et tu peux être quelqu'un de très patient dans un élevage industriel. N'empêche que dans un élevage industriel, tu subiras quand même l'animal intégré à l'industrie. Et tu subiras quand même toutes les pressions économiques, toutes les pressions qui sont liées forcément au développement de ton schéma industriel, quoi. Et l'animal subira aussi des conditions de vie qui sont très loin, je pense, du répertoire comportemental complet d'un animal tel qu'on le connaît et qu'on le caractérise en éthologie, quoi. Merci. Il faut que tu fasses la conclusion. Ouais. Voilà, et on est complètement à la bourre, mais si tu peux faire ça en Ouais. 3 au lieu de 10. Bon, une conclusion, mais j'avais une question moi, qui me taraude là, et je me permets de la poser aux deux anthropologues, justement sur l'autonomie des animaux. Et nous, cette proposition-là qu'on a à la Confédération paysanne et sur l'élevage paysan, c'est de recréer du lien, en fait, parce qu'il y a une distance qui est faite aux animaux, que ce soit dans un rapport, on va dire, hyper compassionnel dans les animaux de compagnie. Et je trouve qu'il y a une distance qui est faite dans la qualité du lien, où la proposition d'ici des antispécistes, on en parlera, et en l'industrie aussi, il y a une distance, en fait, dans le lien. Et nous, la proposition, c'est de recréer un lien intime, en fait, dans le rapport aux animaux,
Et moi, la question que j'ai, c'est justement sur les exemples, et en particulier en Mongolie, avec les chevaux, cette autonomie-là, comment elle garantit justement cette intimité-là dans la docilité. Et moi, souvent, je me suis fait cette réflexion-là, mais en fait, j'aurais pas envie, tous les matins, de prendre mon cheval et d'aller choper les chevaux qui, tous les matins, doivent penser que en fait, c'est un lion qui leur saute sur le dos pour les traire. Parce que j'ai vu, peut-être que je me trompe, mais il y a ce rapport-là, en fait, d'absence d'intimité dans la docilité, des fois par l'autonomie qui est offerte aux animaux. Et donc, c'est vrai, une vraie interrogation, c'est comment on trouve l'équilibre. Alors, forcément, ça correspond à un territoire, ça correspond à un contexte, mais voilà, c'est une interrogation, moi, en tant qu'éleveur paysan et en tant que travailleur aussi de la terre avec les chevaux, parce que là, effectivement, on vit cette intimité-là qui me taraude un peu. Oui, mais tu formules ça tout à fait bien. C'est une question d'équilibre, et donc l'équilibre, il peut prendre des formes extrêmement variées suivant les contextes, suivant les espèces. Entre les moutons et les chevaux, en Mongolie, c'est différent. Les chevaux ont beaucoup plus d'autonomie, ils peuvent être à une grande distance, et les moutons, ils ont une autonomie, une demi-journée, puis ensuite on va les rechercher, on les remet en bergerie le soir. En fait, c'est une alternance. Il y a des intermittences entre des moments où on est très proche et il y a une intimité absolue par la monte, par le travail. Ça concerne les chevaux ou les rennes, ou la traite, pour les femelles. Et puis les mâles vont être plus distants peut-être. Il y a des saisons où les animaux, ils se réensauvagent un petit peu. Et en réalité, c'est pas du réensauvagement absolu, parce qu'ils gardent ce lien intime, cette reconnaissance. Justement, l'éleveur, ils le reconnaissent individuellement, à son visage, même de loin, à sa démarche. Et c'est ça qui est fascinant. C'est d'un côté une forme d'autonomie par moment, qui ne veut pas dire indépendance, qui ne veut pas dire ensauvagement, en fait. Et c'est nous qui avons des visions souvent trop binaires entre l'animal domestique, qui doit être en soumission totale, et l'absolu, ça va être l'animal enfant et l'animal de compagnie. Et ce qu'il y a de précieux, je trouve, dans l'élevage paysan, c'est cet entre-deux, c'est ces équilibres, que l'animal, il est ni une chose, comme tu disais, ni il échappe à la chosification industrielle, ni non plus un animal enfant, dorloté, complètement soumis, infantilisé, et qui a perdu en fait toute possibilité d'un lien riche à un environnement. C'est des questions d'équilibre subtiles, difficiles à expliquer, effectivement, mais qui font la richesse de ce rapport paysan. Merci. Du coup, il y a des questions qui viennent de... Ah, Nicolas, tu voulais rajouter quelque chose? Excuse-moi. Non, c'était un peu pour rajouter qu'effectivement, tout à l'heure, j'avais parlé d'autonomie, mais qu'on n'était pas sur de l'animal sauvage. On n'est pas sur du 100% autonomie. Et autonomie, effectivement, c'était pas liberté. Je pense qu'on n'a pas employé ce mot de liberté, et qu'effectivement, les animaux sauvages sont pas forcément super bien lotis en termes de bien-être animal tout le temps, mais que c'est un équilibre entre, d'un côté, cette autonomie, et de l'autre côté, une altération complète de l'éventail comportemental des animaux domestiques. Merci beaucoup. Donc, je donne le micro à Louis, qui a rassemblé les questions par thème. Bravo, Louis. Bonjour à tous. C'est pas du tout aussi facile que ce que je pensais. On a eu quelques papiers qui sont de l'ordre de remarques ou de propositions de lecture. L'idée des papiers, des paperboards qui sont dans le fond, c'est de pouvoir les mettre. Donc je vous invite plutôt à mettre vos remarques là-bas. Il y a eu aussi, et je précise aussi d'un point de vue global qu'en fait je ne suis pas, on va tourner ici à ce poste, mais on n'est pas un comité de censure. Ce qu'on se contente de faire, c'est de rassembler les papiers par patates, et les patates les plus grosses, c'est celles-ci qu'on va poser aux intervenants. Il y a eu aussi des questions sur l'abattage que je mets de côté pour l'instant, puisque c'est le sujet de la discussion d'après. Abattage et mort animale. La plus grosse patate pour l'instant, c'est de revenir un peu sur la question de bien-traitance et de bien-être animal. En quoi elles sont différentes? Est-ce qu'il y a une notion qui est plus cohérente avec la culture paysanne? En lien avec ça, je me suis permis de mettre aussi des questions sur les formations des éleveurs, à savoir, plutôt que de nous former sur le bien-être animal, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on se forme pas plus, toutes et tous, aux questions de l'éthologie? Je vais me permettre de répondre sur la formation, parce que j'ai fait ça pendant 10 ans en CFA, CFPA. Justement,
j'essayais de faire de la vulgarisation de l'éthologie. Voilà, c'était un peu mon boulot de comportementaliste. Et ça a été hyper compliqué parce qu'en fait, et là on a un champ, hein, je vous invite à rejoindre la commission enseignement-formation de la Confédération paysanne, on fait en plus un peu notre prospection là, mais on a un champ parce que effectivement la formation elle est corrélée aussi au modèle dominant en fait, il ne faut pas se leurrer, et à l'imaginaire dominant chez les élèves. Et c'est vrai que tu te confrontes dans cette proposition de regarder l'animal différemment en fait, ou du moins de regarder l'animal en tant qu'animal, tu te confrontes à tout cet imaginaire de soumission, de domination. Moi j'étais particulièrement, j'étais formateur en équitation dans un centre équestre qui faisait, dans une école qui faisait du CSO, et le CSO, il y a aussi un peu ce volet-là de soumission et de domination de l'animal. Et du coup, voilà, évidemment qu'il faudrait travailler là-dessus, mais ça veut dire qu'en parallèle aussi, il faut travailler politiquement pour faire évoluer le système de formation, qui soit plus ouvert aussi aux propositions alternatives et aux propositions politiques autres que celles du domaine dominant, quoi. L'un va avec l'autre, parce que si c'est pour juste avoir un pauvre prof tout seul dans le lycée qui bagarre comme il peut à rebours de toutes les propositions et de tout le schéma formatif proposé, ça marche pas, quoi. Concours d'obstacles, quand ils sautent les barrières. Est-ce que je peux compléter juste sur... Alors forcément, je bois du petit lait, qu'on fasse plus d'éthologie, vu que c'est ma discipline. C'est un préalable fondamental. Connaître son animal, non pas avec nos croyances, mais plutôt en changeant notre perspective, c'est une éducation, c'est une façon de concevoir les choses qui est extrêmement importante. Après, il y aura des compromis, ça suffira pas, parce qu'après, il y aura une posture critique à avoir sur les choix qu'on va avoir à faire, donc une posture de responsabilité. Donc c'est le préalable pour identifier les facteurs de risque. Et après, c'est comment est-ce qu'on met en place des choses qui sont acceptables autant dans la vie de la personne qui travaille avec les animaux que pour les animaux. Vous allez dans les zoos, par exemple, améliorer le bien-être animal d'un animal qui est à 15 mètres de haut avec les risques de tomber, ça demande un certain nombre de réflexions sur les consensus à avoir, sur la façon de travailler. Bien-être animal et bien-être humain sont complètement associés, et ça demande aussi une réflexion en plus des connaissances écologiques. Peut-être sur la question de la différence entre bien-traitance et bien-être animal. A priori, on a effectivement le bien-être animal qui est centré sur le point de vue de l'animal, et la bien-traitance qui est clairement anthropocentrée, c'est-à-dire que c'est comment les humains doivent traiter les animaux. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec l'anthropocentrisme. Mais la question, en fait, c'est que le bien-être animal, c'est le point de vue de l'animal décrit par le point de vue de l'éthologue. Et que c'est un point de vue particulier. C'est pour ça que moi, j'avoue qu'en tant qu'ethnologue, cette opposition entre croyance d'un côté et savoir scientifique de l'autre, elle me hérisse un petit peu. parce que il y a de la construction il y a de la construction de savoirs locaux, et que les éthologues, l'éthologie a aussi une histoire, elle a aussi ses croyances, il y a des changements, il y a une évolution de sa vision de l'animal, mais qu'elle est aussi dans un savoir construit dans un contexte de société, tout comme les savoirs paysans sont des savoirs construits dans des contextes de société particulières. Juste un point, j'ai pas mis, dans ce dialogue science-société, j'ai pas mis la connaissance scientifique au-dessus. Les croyances, c'est dans la démarche éthologique que c'est intéressant. C'est le fait de se dire, la façon dont je perçois l'animal mérite d'être questionnée et décentrée. Et il y a des méthodologies pour ça, il y a cette réflexion critique par rapport à son propre point de vue. Et c'est pas pour dire à quelqu'un ne crois qu'en la science, c'est pas la question, c'est plutôt la démarche qui est de dire est-ce que ma façon de voir les choses peut être questionnée, et est-ce que j'apprends quelque chose du questionnement que je peux avoir. Et le dialogue, il va s'établir sur la confrontation entre les savoirs, et c'est comme ça qu'on arrive au travers de la démarche scientifique, à poser des questions intéressantes pour que chacun progresse. Ce qui n'est pas la même chose que de dire l'éthologue va imposer sa vision à la personne qu'elle a en face d'elle, qui a une autre connaissance de l'animal, une connaissance différente. Et l'éthologue peut réfléchir en termes de génétique, il peut réfléchir, enfin tous les facteurs qu'on a. C'est une démarche plus qu'une question de connaissance, je crois, dans le dialogue qu'on peut faire entre science et société. On voulait de la confrontation des points de vue, on est bien. On est dans le cœur du sujet. On
On va pouvoir aborder une seule question supplémentaire. Il y en a une autre qu'on va pas pouvoir dire maintenant, mais je la nomme quand même parce qu'elle était récurrente aussi quand même. C'est la question du bien-être animal et de l'industrialisation, donc la compatibilité en fait finalement entre la prise en compte du bien-être des animaux et l'agrandissement des élevages et compagnie. Est-ce qu'il faut exclure l'industrie des notions de bien-être animal, etc. Malheureusement, on n'a pas le temps de poser ces questions-là, d'autant plus que ce soir, il y a toute une discussion sur les questions en quoi l'industrialisation de l'élevage est une menace en fait à l'élevage paysan. Donc on en parlera tout à l'heure. La deuxième grosse patate concerne les pratiques paysannes. Alors c'est difficile de rentrer dans les détails, mais en gros il y a beaucoup de questions sur cette notion-là. Donc par exemple les vaches locales qui se comporteraient mieux en fait à l'entrave plutôt qu'en stabilisation libre. Que répondre aux personnes qui disent qu'on maltraite les animaux d'élevage parce que l'hiver ils sont en extérieur sur des prairies, qu'elles sont pleines de boue et que du coup quand les gens ils passent sur la route et qu'ils voient ça, ils trouvent que c'est de la maltraitance. Excusez-moi. Que penser par exemple des pratiques aussi de pâturage tournant dynamique, où on fait pâturer nos animaux 1, 2, 3 jours sur une même parcelle, on les fait changer le lendemain, pour répondre à des questions un petit peu de productivité, mais finalement qu'on ne respecte pas l'endroit où spontanément le troupeau irait pâturer ce jour-là. Est-ce que nos animaux, nous, d'élevage, sont plus heureux du fait de leur interaction avec leurs éleveurs et leurs éleveuses? Est-ce que du fait que nous, on cherche de toute façon à avoir des meilleures pratiques et une meilleure interaction avec nos animaux, est-ce qu'à partir de là, on peut considérer finalement qu'ils sont plus heureux? Vous voyez un peu le registre de questions, quoi. Vraiment questionner, c'est pas évident, mais est-ce que les pratiques paysannes, et puis tu as abordé ça un petit peu tout à l'heure Stéphane, c'est censé, le bien-être animal est censé faire partie de la charte finalement de l'agriculture paysanne, mais est-ce que ces pratiques paysannes sont garantes du bien-être? Ouais, et du coup, il reste 5 minutes pour répondre à tout ça. Voilà, bon. Ouais. Non, j'ai envie de mon point de vue, j'ai envie de répondre, c'est la culture de la responsabilité. Si derrière les pratiques paysannes, c'est une mise en exergue de la responsabilité qu'on a et de la durabilité du système que l'on crée, pour moi, la réponse, elle est oui, dans cette démarche-là, c'est ça. On est obligé d'avoir des abris quand les animaux sont dehors pour qu'ils puissent justement se prémunir de ça. En Nouvelle-Zélande, par exemple, il peut tellement que des animaux dehors peuvent passer 48 heures sans dormir. La question du sol mouillé est un élément important à se poser. Donc c'est la question de la responsabilité de ce que l'on voit, se poser des questions, et dans la démarche que l'on a, à ce moment-là, une démarche de responsabilité. C'est pas par définition, si c'est ça, parce que je ne connais pas, mais si la question c'est la question de vraiment cette démarche de responsabilité, à ce moment-là, oui, forcément. Après, de la relation animale, j'ai souvent entendu ça en élevage entravé. Qu'est-ce qui vaut mieux, des animaux en plein air intégral avec une mauvaise relation homme animal ou des animaux à la tâche, à entravé, qui ont une très bonne relation homme animal? De mon point de vue, pourquoi ne pas avoir une bonne relation homme animal quand on est à l'extérieur? Bon, j'ai déjà un peu répondu, c'est que l'approche élevage paysan, en fait, et tu viens de le dire, en fait, tu as parlé de démarche. Nous, on est dans cette démarche-là, en fait. C'est une démarche. Là. Alors, ça ne veut pas dire que c'est parfait sur les fermes, sauf que comme on fait cette critique-là, en fait, du productivisme et de l'industrie, en fait, on est sur cette démarche-là de progrès, on est sur cette démarche-là de faire au mieux aussi et de se rapprocher de nos animaux. Donc, dans cet esprit de démarche, je pense que oui, l'élevage paysan, il est porteur de bientraitance, mais c'est pas pour autant que c'est garanti, quoi. C'est pas une garantie absolue, mais ça l'autorise. Il y a un danger quand même que moi je vois apparaître par rapport au bien-être animal. On en a parlé déjà un peu, mais dans des réunions qu'on peut faire à la conf sur ce sujet-là, j'ai eu cette critique-là justement par rapport au réchauffement climatique. Mais dit avec l'augmentation des températures, en fait. Vous mettez vos animaux dehors, mais ils seront plus soumis justement à ces problématiques climatiques. Et en fait, la solution, pour leur confort, ça va être d'être enfermés dans les bâtiments avec de la ventilation et des asperceurs d'eau, des brumisateurs. Et donc, voilà, c'est contre ça qu'on doit se battre avec nos pratiques paysannes en disant, mais en fait, nous, on est dans cette démarche-là de compromis avec nos animaux. On fait aussi avec nos animaux et le contexte de vie de nos animaux. C'est pour ça que des fois, on va défendre l'attache à
à l'étable, parce que ça correspond à un contexte de montagne, et qu'on ne regarde pas non plus uniquement la vie de l'animal que sur ce prisme-là du moment où il est attaché, mais on va le regarder aussi dans sa vie globale, et que peut-être qu'il va être attaché sur un mois, donc, et en plus il y aura un effet de compensation sur le lien qu'on peut créer avec lui, mais aussi ça permet tout le reste de l'année de vivre dans les pâturages, en montagne, et des temps d'interaction avec ses collègues, quoi. Donc il y a forcément cet équilibre de compromis-là, et je pense que l'élevage paysan, enfin j'en suis convaincu, hein, sinon je ne serais pas assis là devant vous, mais il a ce potentiel-là, et il porte ça beaucoup plus que les systèmes industriels, puisque de toute façon les systèmes industriels, ils ont eu d'autres motivations, qui est la rationalité économique, pour tirer le maximum de profit d'un animal qui n'est plus un animal en tant que sujet, mais d'un animal qui est un animal en tant que matière. Merci. Il y a une petite remarque que je me permets de dire parce qu'elle est centrale. Merci aux intervenants et aux intervenantes qui utilisent le terme humain et non homme, ce qui a l'avantage de ne pas omettre la moitié des personnes présentes dans la salle. On précise que demain matin, en début de journée, il y aura une intervention sur l'écoféminisme paysan à 8h15, on va dire, qui va se centrer précisément sur ces questions-là. Vas-y Nicolas. Oui, sur sur cette histoire de plein air intégral, effectivement, l'autonomie, ou du moins une partie de l'autonomie des animaux, ça implique aussi la soumission à certains aléas, notamment les aléas climatiques. Et je pense que ce qui va justement distinguer l'élevage en stabulation, a fortiori quand il est industriel, c'est qu'il y a une volonté de contrôle de plus en plus forte du vivant. Et que ce contrôle il passe par l'aliénation des animaux, et dans l'idéal ce contrôle hyper fort du vivant, alors c'est sûr que c'est Jocelyne Porcher qui parle de ça aboutit à la viande de synthèse, parce qu'enfin on peut produire de la viande sans avoir ces saletés d'animaux qui sont sales, qui meurent, qui tombent malades. Donc jusqu'où on va dans le contrôle, y compris en incluant le confort de l'animal, et où on ne lui laisse pas l'autonomie aussi d'être sous la pluie ou les pattes dans la neige. C'est un peu la question qu'il peut y avoir derrière ça. Je conclus Ouais, juste un petit mot sur ce que tu viens de dire, Nicolas, en fait, qui pose les questions de l'industrialisation et de la productivité au sein de nos systèmes de production. Et c'est un thème qui va être abordé pas mal demain matin aussi, où on va poser les questions de la productivité en fait, au sein de l'élevage paysan. On va être obligé de conclure, on pourrait faire la journée en fait, je pense, mais déjà merci pour les questions, parce que même si elles n'ont pas été elles n'ont pas été toutes posées là, elles vont nous servir aussi comme carburant de réflexion dans nos travaux au sein du groupe animal. On va les regrouper, on va s'en servir, enfin c'est précieux en fait, c'est l'interaction entre la salle et les tables rondes qu'on recherchait, et c'est matérialisé par ça. Un petit mot, parce que tu as souvent cité Jocelyne Porcher, on l'avait invitée parce que effectivement Jocelyne Porcher, elle a traversé énormément les réflexions, les pensées de la Confédération paysanne au travers de nos travaux sur la relation humain-animal. Voilà, et on l'a invitée, mais c'était un peu compliqué pour elle. Mais en tout cas, effectivement, c'est une source assez inspirante, et qui a posé pour la première fois qu'a posé cette question-là de la relation humain-animal dans le cadre de l'élevage paysan, quoi. Et on continue à s'inspirer de ces travaux, mais on a aussi envie aussi d'ouvrir le champ de nos inspirations, quoi. En tout cas, merci à tout le monde. Est-ce que je peux faire une dernière remarque, parce que je ne peux pas m'en empêcher. C'est sur la rationalité du temps. Tu as évoqué les questions de rationalité. Il y en a une qui paraît particulièrement importante, je pense, dans ce sujet. C'est la rationalité temporelle. Le temps qu'on a, et le temps, c'est une ressource. Et en industrie, en abattage, il faut que ça aille vite, etc. etc. On a mentionné les chiens de troupeau, et tout ça, ça m'évoque une chose. Aujourd'hui, les agriculteurs, c'est la deuxième profession qui se suicide. Et un des facteurs des suicides, tel que j'en ai entendu parler, c'est l'isolement. C'est en fait la relationnalité relationnelle qui disparaît, en fait, où les gens s'isolent pour se concentrer sur des rationalités qui leur paraissent plus importantes. C'est vrai aussi dans la relation homme-animal. Plus on est soumis à la pression du temps, et la plupart des gens disent « je n'ai pas le temps », une des premières choses qu'ils vont sacrifier, c'est les relations avec les autres. Et donc du coup, dans ce débat-là,
Je crois beaucoup que si on laisse tomber le temps qu'on passe avec les animaux au profit d'autres choses qui paraissent plus importantes, on va le payer par la suite, parce que les animaux vont nous le rendre en disant que la relation ne convient pas. Prendre un chien de conduite, par exemple, qui n'a pas été bien entraîné, qu'on laisse faire et qui va s'amuser avec les animaux, ça ne remplace pas une bonne relation homme-animal. C'est pas un outil pour remplacer. Encore une fois, la gestion du temps, c'est la même chose. Je sais que vous êtes technico-sceptique. Et la question du temps qu'on gagne par rapport aux techniques, à la mécanisation, qui rend confortable les tâches de routine, c'est la question en fait de ce qu'on fait du temps qu'on a gagné, et si on l'investit dans autre chose ou si on l'investit dans la relation. Et c'est ça que je voulais dire. En fait, on a vraiment intérêt à faire attention à cette gestion du temps et relationnelle. Juste, je pense pas qu'on soit technico-sceptique, on interroge la technique et... Non. Pourquoi pas? On en rediscutera, mais je pense qu'on interroge la technologie, on n'a pas parlé, mais dans le cadre de la relation humaine-animal, il y a toute cette question-là que je pense qu'on doit interroger aussi au sein de la Confédération paysanne, c'est quel rapport on a à l'arrivée de l'IA et comment ça interroge justement nos rapports à nos animaux, quoi. Et ça, demain, on aura des débats là, et j'espère que cette question-là, elle sera fortement interrogée dans les ateliers, quoi. En tout cas, merci à tout le monde, c'était, j'espère, assez riche et voilà, merci.